Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo à laquelle, j'avais pas forcément pensé au début, mais il y avait quelqu'un dans les commentaires qui m'avait dit ouais, ce serait bien que tu fasses des retours d'expérience 6, 7, 8, 9 mois après. Au début, je me suis dit que c'était pas forcément super pertinent, mais en réalité, avec du recul, je pense que ça l'est. Je pense qu'on n'est pas, on n'a pas forcément, c'est même évident, on n'a pas forcément le même ressenti et le même feeling, 8 mois ou 6 mois ou un an après que immédiatement après avoir acheté la montre. Donc c'est pour ça que je vais le faire avec l'Omega, je vais aussi le faire avec la Yema, je pense. C'est pas encore sorti. Cette vidéo, elle s'inscrit un peu dans une série de 2 vidéos avec Omega. Je vais faire le retour d'expérience sur cette Seamaster et plus généralement ce que je pense de la Seamaster 300M. Et je vais faire une autre vidéo qui s'appelle le problème avec Omega, un peu sur le même thème, dans la même sonorité que la vidéo que j'avais fait sur Seiko. Parce que je pense que Omega, c'est pas forcément une marque qui fait tout bien. Mais ça, vous le verrez sans doute. Et je sais pas laquelle va sortir en premier. Donc si ça se trouve, elle sera déjà sortie quand vous verrez cette vidéo. Alors donc cette Seamaster 300M, je l'avais présentée en avril, je pense. Donc ça va faire un peu moins de 6 mois. Mais bon, je me dis que c'est suffisant, je trouve. Enfin, honnêtement, je pense qu'il faut pas s'arrêter non plus totalement à des chiffres ronds. Donc on rappelle vite fait les caractéristiques. Je vais quand même vous mettre la vidéo là dans le coin là, pour que vous puissiez aller voir la présentation originelle, on va dire, pour que vous puissiez aller voir la présentation originelle. Rapidement, donc c'est la version qui vient juste avant celle-là, c'est-à-dire qu'elle est en full, pas celle-là, mais c'est la génération qui est juste avant celle qui est actuellement, donc c'est encore du 41 mm. En revanche, elle a le cadran et la lunette en céramique, pardon, justement, c'est ça qui change. Donc c'est les premières versions céramiques, si je dis pas de bêtises. Je crois que la version d'avant était encore en aluminium. Ouais, c'est la première version céramique. Elle conserve en fait les dimensions de l'originel en termes de diamètre, puisqu'elle fait du 41 mm. Par contre, elle est un peu plus épaisse que celles qui sont sorties en 93 originellement, parce que celles qui sont sorties en 93 faisaient moins de 12 mm, et celle-ci, elle doit être un peu plus de 12, quasiment 13. Mais ça n'a rien à voir avec les nouvelles là, je sais pas, bon je l'avais dit aussi dans la première vidéo, mais les nouvelles font 42, elles sont genre complètement énormes, elles doivent faire 13,5, c'est un tank, et c'est un peu aussi ce que je reproche à Omega là-dessus de pas avoir conservé le diamètre originel. Mais il faut aussi savoir que la Seamaster 300 elle est beaucoup vendue aux États-Unis, et vu qu'aux États-Unis les gens sont gigantesques, c'est des géants, et ils aiment bien avoir des montres de géants. Elle a le calibre Omega 2500, en fait un calibre entre gros guillemets manufacturé, parce qu'en fait c'est un 2892, donc un ETA classique, avec un échappement modifié et redécoré par Omega, etc. Mais comme on le sait, Omega c'est le Swatch Group, ETA c'est le Swatch Group. Donc c'est à la fois un calibre manufacture, mais pas forcément réellement. En revanche, le fait que l'échappement soit modifié et qu'il soit dans un système qui est complètement différent d'un échappement classique, c'est pas complètement différent, on a quand même un ressort spiral, une roue d'échappement, etc. On a même on a 2 roues d'échappement et des ancres. Je crois qu'il y a 2 ancres aussi dans le coaxial. Donc on a quand même un échappement qui est vraiment modifié par rapport à un ETA classique 2892, même une montre classique de manière générale. Et donc ça fait quand même une grosse différence. Alors pour parler de mon ressenti par rapport à la montre plus en détail. Donc c'est une montre que j'ai énormément portée. Je pense que en fait quand je l'ai reçue, elle était quasi neuve, et là j'ai déjà commencé à déglinguer la boucle. Donc pour le ressenti pratico-pratique, c'est très très chiant. Bon, c'est un peu ils ont modifié ça sur les nouvelles versions, hein. Mais il n'y a pas de micro réglage en fait. On a juste une extension de plongée et c'est tout. Et j'ai racheté un demi-maillon chez Omega. Enfin, c'est même pas un demi-maillon en fait. Bon, après c'est plutôt bien fait parce que c'est un tiers de maillon. J'ai racheté un tiers de maillon. J'en avais un. Enfin, il y en avait un fourni, quand le mec me l'a vendu, il m'a filé un tiers de maillon, et j'en ai racheté un chez Omega, ça coûte 50 euros. Ouais, 50 euros. Bon, c'est pas donné, mais en vrai, je m'attendais à plus, parce que bon, les marques se branlent sur les maillons supplémentaires, donc en vrai, non, ça va. Et là, pour le coup, le réglage est tip top. Enfin, tip top en été, hein, je verrai ce que ça donne en hiver. Mais je pense que le réglage est bon. Elle est pas trop lâche, elle est pas trop grande. Mais disons que c'est chiant, quoi. Si vous voulez la régler un peu pile poil, vous êtes obligé d'enlever
maillon slash demi-maillon. Et il n'y a pas de, enfin comme vous savez, sur les boucles classiques de bracelet acier, des petits picots là où on peut venir régler de 2 ou 3 millimètres à chaque fois. Donc ça c'est un peu relou. Je sais qu'il y a des gens, j'ai vu ça sur le groupe Facebook là, Omega Seamaster Only pardon, qui prennent la boucle de la nouvelle qui a elle une extension de plongée avec un micro-réglage un peu calqué sur le truc de Rolex, même si c'est pas du tout le même système, mais en tout cas qui permet d'avoir un réglage fin, et c'est pas une mauvaise chose, je trouve, c'est vraiment bien. Après, je sais que Omega se gave sur cette boucle. Je crois qu'elle vaut 400 balles pièce. Enfin, c'est énorme. Donc, il faut quand même y réfléchir à 2 fois avant d'investir dedans. Moi, j'ai pas fait le choix. Je préfère acheter. Puis aussi, je préfère garder la boucle d'origine. C'est aussi, elle est bien construite. Donc j'y vois pas d'inconvénient, quoi. Au début, elle m'avait posé quelques soucis en termes de confort parce qu'elle est beaucoup plus lourde que les montres que j'ai l'habitude de porter d'habitude. Moi, je sais que j'avais porté beaucoup la Yamaha, la Baltic, etc. Mais ça, c'est dû au fait que le bracelet est vraiment très épais. On est vraiment sur un bracelet des années 2000. J'ai eu l'occasion aussi de voir, j'avais rencontré un client qui portait la Seamaster datait. Alors souvent, c'est les versions qui sont pré 2010. En fait, c'est des versions qui sont encore, non, même 2000, non, entre 2000 et 2005 plutôt, parce que c'est les versions qui ont des cadrans à vagues, qui sont toutes en aluminium. Ouais, non, quoique c'est peut-être la 2010. Bon, c'est des versions dans ces eaux-là. Donc, c'est les versions qui sont pas avant celle-là, mais encore avant celle-là. Donc, avec le cadran à vagues, etc. Le bracelet est beaucoup plus fin, la montre est beaucoup plus fine et elle est beaucoup plus légère par conséquent. Et il n'y a pas d'index appliqué. Je vais vous mettre une photo si j'en trouve une. Et là, pour le coup, le bracelet fait un peu plus cheap, entre gros guillemets, mais c'est juste de la qualité perçue. Bon, après, c'est de la qualité perçue. C'est aussi vrai parce que bon, c'était quand même un peu plus ancien, etc. Il a un peu plus de jeu, voilà. Mais donc, en fait, elle est assez lourde, cette montre, du fait de son bracelet, qui est quand même très épais, je trouve, et très lourd. Je l'ai porté un jour sur un Nato James Bond que j'ai acheté sur AliExpress. Ça diminue le poids de la montre forcément, mais elle est quand même très très lourde, et je pense que c'est dû au fait que tout est usiné dans la masse, ce qui est pas le cas sur la Yamaha, qui est quand même une montre de bonne qualité, ce qui peut poser du coup ce poids un peu des inconforts au porter, surtout elle est plus grande quand même que les montres que j'ai l'habitude de porter. C'est un 41, je porte d'habitude plutôt du 39, et je trouve que quand elle est pas bien réglée, elle peut assez rapidement être trop présente au poignet, dans le sens un peu dérangeante. Mais si vous la réglez bien, en vrai, ça se porte très très bien. Ce qui m'avait motivé à l'époque à prendre cette montre, c'est que je voulais un peu monter en gamme, etc. Je vous encourage à revoir la vidéo. Là, en fait, j'ai vraiment une démarche qui est un peu différente, et je trouve que c'est intéressant. Je me suis vraiment interrogé sur ce qu'elle représentait dans l'histoire horlogère, cette montre. Et c'est un peu ce que j'ai écrit dans la vie sur Dialicious, là. Post-crise du quartz, c'est même factuel, il n'y a pas d'icônes horlogères qui sont post-crise du quartz. Si vous vous intéressez un peu aux montres qui sont actuellement un peu des icônes, on a la Submariner. La Submariner, elle date des années 50 pour la 5513, qui est vraiment la forme moderne, entre guillemets moderne, avec le protège-couronne, etc. Ça date des années 60, du début des années 60, je crois que c'est 62, la première 5513. Vous avez des montres qui ont majoritairement été designées dans les années 60-70. Royal Oak, c'est pareil, c'est 70. Nautilus, c'est pareil, c'est les années 70. Même la Speedmaster, c'est les années 50, c'est 57. Vous avez quand même des montres qui sont quand même beaucoup héritées du passé, et ce qu'on peut leur reprocher, donc c'est des montres forcément qui sont très jolies esthétiquement, etc. Et si elles ont traversé les âges de cette manière, c'est qu'il y a une raison, et que la raison, c'est que l'esthétique est quand même très convenable et même très agréable. Mais les marques ont un peu quand même beaucoup de mal à se renouveler sur ce qu'elles font en design. Il y a des tentatives, je trouve que chez Audemars Piguet, on leur jette souvent la pierre en mode c'est pas très très beau ce que vous faites, et moi je suis assez d'accord, c'est pas très très beau, mais je pense que le temps leur donnera raison, et les nouvelles Audemars qui sortent, c'est quand même un peu un désir de réinventer le design horloger. Je trouve aussi Richard Mille, ce que fait Richard Mille, c'est super intéressant, même si c'est une marque qui est énormément décriée, et au-delà de l'aspect technique qui est aussi super intéressant, tous les travaux autour des couples constants, etc. C'est super intéressant au niveau mécanique, c'est de la très très haute horlogerie dans les matériaux, mais aussi dans les conceptions. Mais je trouve qu'il y a aussi une volonté de réinventer un design et de moderniser quelque chose qui est au-delà même de la considération technique, qui est réellement un parti pris,
Et donc une réussite. Et je trouve que Richard Mille est une réussite commerciale, hein, c'est même pas à moi d'en juger. Étant donné le chiffre d'affaires et les bénéfices qu'ils font, les earnings qu'ils font, pas trop à en douter. Le sujet, c'est que, du coup, Richard Mille, c'est quand même très très niche. Audemars Piguet, ça l'est aussi. Rolex, toutes les montres qu'ils ont sorties après 90, je pense à la Yachtmaster 2, je pense même à la Yachtmaster, je pense à la Sea Dweller, pas la Sea Dweller, pardon, la Sky Dweller. En fait, c'est des montres qui sont quand même majoritairement pas trop rentrées dans la légende, et ça se voit d'ailleurs littéralement avec les listes d'attente. Bon, chez Rolex, même si tout est difficile à trouver, c'est quand même plus facile de trouver une Yachtmaster. Et à fortiori une Yachtmaster 2, la Yachtmaster 2 elle est en métaux précieux, donc forcément ça met une petite barrière à l'entrée, on va dire. Ça met une petite barrière à l'entrée, mais c'est quand même plus facile de trouver ces modèles alors qu'une Daytona qui date des années 60, une Submariner ou une Sea Dweller ou même une Datejust. C'est galère à trouver parce que c'est vraiment ça les grosses icônes. Le constat il est là, c'est qu'il n'y a pas réellement d'icônes horlogères qui ont été dessinées après les années 80, en fait, avant la crise du quartz. Et Omega débarque avec cette montre en 93, donc en bleu, la livrée bleue, je vous mettrai une photo, etc. La première version, qui était à quartz d'ailleurs, c'était un mouvement ETA générique, mais relogoté Omega. Et c'est tout de suite un succès commercial à cause de James Bond. Les gens étaient peut-être un peu moins matrixés, étaient même complètement moins matrixés par l'automatique à l'époque. Ensuite elle a débarqué en automatique avec du 28-92, en fait, bête et méchant. Je crois que c'est le 11-50 le 11-20, c'est le 11-20 calibre qui est un 28-92 en fait rebrandé. Et donc in fine, en fait, quand on regarde actuellement dans la gamme Omega, ça empiète un peu sur la vidéo, le problème avec Omega, quand même deux gros mastodontes. Il y a la Speed et il y a cette Seamaster 300M qui prend énormément de place dans la gamme. Il y a énormément de déclinaisons, des ors acier, des tout or, des chronos, on s'y perd, hein. Mais c'est quand même une des, Omega fait plus la direction marketing, en tout cas cherche plus stratégiquement à orienter sa clientèle de par tout le marketing qu'il y a autour de James Bond. Encore une fois, dans le dernier James Bond, Daniel Craig, il porte une déclinaison de la Seamaster 300M, et je crois qu'il avait porté dans le dernier une Seamaster 300 classique, un peu en mode revival, mais Omega a pas du tout insisté, on va dire, sur cette Seamaster 300. Elle est plus un peu réservée, j'ai l'impression, à un public un peu d'initiés que réellement cette Seamaster 300M qui est largement proposée au grand public, ce qui est pas le cas de Rolex. Rolex, l'usine à gaz, c'est la Submariner, et la Submariner, même si elle a été restylée au fil des années, etc., c'est quand même une montre de base des années 60. 50 pour les puristes, mais la forme type boîtier 55-13, c'est-à-dire avec épaulement et tout, protège couronne, ça c'est des années 60. Donc Omega en fait a sorti réellement, et je vois pas d'autres montres. Je sais pas, dites-moi en commentaire si jamais vous voyez d'autres montres qui sont des icônes, des réelles icônes, parce que je pense que là la Seamaster 300M elle a gagné son rôle son nom d'icône. Je trouve qu'il y a pas de réelles icônes chez les autres marques qui datent d'après les années 90 en fait. Et donc c'est pour ça que c'est intéressant, parce que moi je suis un enfant des années 90, même si c'est plus vers la fin, et je trouve que c'est intéressant aussi d'acheter ça parce que c'est une montre de notre temps entre guillemets, hein, parce que dans quelque chose qui est totalement anachronique et qui est l'horlogerie mécanique, d'avoir quand même un objet qui dans sa conception se rapporte à une époque qui est la nôtre et pas les années 60. Je suis pas un 68ard boomer, je suis un enfant des années 90. C'est plus parlant, et c'est en ça que j'ai vraiment apprécié acheter cette montre. C'est ça que je trouvais intéressant dans l'achat de cette montre, et auquel j'avais pas forcément réfléchi a priori en fait. C'est venu plus tard, c'est un peu la réflexion qui est venue plus tard, d'avoir une montre qui est vraiment représentative de l'époque dans laquelle j'ai grandi, même si c'est qu'une montre. Et donc c'est en ça que je l'aime bien, et que je la trouve maintenant complètement essentielle dans ma collection. Voilà, donc c'était un peu le retour d'expérience sur l'Omega Seamaster 300. N'hésitez pas à mettre des commentaires et tout pour dire ce que vous en pensez de cette d'Omega de manière générale. Et si vous aussi vous avez des petites madeleines de Proust comme ça, un peu représentatives de votre époque, toujours intéressant de discuter. Et puis aussi, je le dis jamais, mais abonnez-vous en fait. C'est un peu nul ça, c'est pas forcément le truc là-dessus. Abonnez-vous si ça vous plaît. Abonnez-vous pas si ça vous plaît pas, on s'en fout. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine. On fera une vidéo la semaine prochaine si jamais vous êtes abonné. Et puis portez vos montres quoi. Salut.